moi, ce que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est donc plutôt des images ou des fragments d'un parcours. Hein, je suis traductrice depuis 30 ans. Je suis féministe depuis l'adolescence, au moment où j'ai vu ma mère, qui, entre guillemets, ne travaillait pas, demander de l'argent à mon père. Et mon père se dire, ah ben oui, je vais te le donner, mais jouer un peu, hein, avec l'idée de ne pas le lui donner. Et j'étais très jeune quand je me suis dit, on ne me fera pas ça à moi. Et je pense que c'est mon féminisme remonte jusque-là. Pour vous éviter les calculs fatigants, puisque je vais parler de différents moments de mon parcours tout à l'heure, j'ai 62 ans. Ah, ça vous permet de ne pas dire, ah oui, mais elle avait 30 ans en telle année, quel âge a-t-elle, etc. Voici. Donc, 30 ans de traduction. Euh, et plus encore comme féministe, mais en fait, je n'ai jamais beaucoup pensé à l'articulation entre les deux. Et c'est de là qu'est venu mon moment de panique. Je pense à l'idée de faire cette conférence parce que je me dis, oui, tu fais les deux choses, mais tu ne les fais pas ensemble. Mais bon, ce n'est pas tout à fait exact non plus, comme on le verra tout à l'heure, mais c'était mon hésitation. Enfin, alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus ça va, avec des rencontres Zoom, avec le fait de ne jamais nous voir, moi j'ai envie qu'on me raconte des histoires. Et j'ai envie de raconter également des histoires. Donc j'espère que ça peut vous intéresser, hein, que je vous raconte des histoires un peu de comment j'évolue dans ce domaine depuis ces 30 ans. Je vous raconterai trois histoires. Une est une histoire d'amour, la deuxième, une histoire de haine, mais qui est aussi à sa façon un peu étrange, une histoire d'amour, et enfin une histoire de recréation de soi par la traduction. Pour commencer, avant de vous raconter ces trois histoires, je voudrais vous montrer trois instantanés de la situation actuelle en traduction, c'est-à-dire trois formes de violence contre les femmes en tant que créatrices et en tant que personnes. Donc, des métaphores, des mentions et des statistiques. Donc, le très bel essor actuel de la traduction féministe, dont les deux premières conférencières ont témoigné de différentes façons et qu'on voit autour de nous, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a encore effectivement un contexte extrêmement violent et exclusionniste. Donc, je vais commencer par deux métaphores récentes pour penser la traduction. Donc, on peut mettre la première. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est 2011. Il n'y a pas si longtemps quand même, ce n'est pas la préhistoire. Alors, si à la suite des belles infidèles, nous filons la métaphore, l'auteur serait le mari, l'œuvre l'épouse, le traducteur l'amant. La scène du traducteur étant une scène oedipienne, riche en métaphores sexuelles. Alors, évidemment, tout de suite, comme féministe, on réagit très fortement. Alors, pensez la traduction en métaphore sexuelle. De cette façon, on le voit, c'est aussi la pensée vraiment en termes d'une hiérarchie sexiste. Hein? Donc, Lloyd Chamberlain disait ça il y a des décennies. Ce n'est pas un constat qui est nouveau, mais par contre, ce qui est tragique, c'est que les choses ne bougent pas tellement. Alors, dans cette citation, on voit que le texte épouse est l'enjeu d'une lutte entre le mari et l'amant. Donc, on est dans des termes très hétéronormatifs et très traditionnels. Les femmes sont évacuées donc comme autrices, mais aussi même comme traductrices, hein, puisque le traducteur est aussi un homme, alors que la traduction littéraire est un domaine où il y a plus de traductrices que de traducteurs. Mais dans ces métaphores, pour penser le domaine, le traducteur également est masculin et a des rapports d'amitié et de rivalité avec l'auteur. Voilà. Et donc, l'art, la création, toutes ces belles abstractions à majuscules sont masculines. Un autre exemple qui est un peu plus récent encore et pire encore, voilà. Tout traducteur, préparez-vous, hein, tout traducteur est une dame qui reçoit la semence de monsieur l'original pour mettre au monde cet enfant métis, d'autant plus légitime qu'il sera le portrait de son père. 2014, donc ça ne fait pas une éternité non plus. Donc ici, je suis partagée, je ne sais pas pour vous, entre l'envie de m'écrouler de rire et celle de vomir mon cœur. Hein, voilà, parce que c'est tellement stupide, tellement dégoûtant. C'est à la fois transphobe, homophobe
raciste, l'enfant métis, bon, et évidemment incroyablement sexiste, sans parler que ça ne dit rien d'utile, à mon sens, sur la traduction. Ça ne nous aide pas du tout à la comprendre. Voilà, donc l'original est un homme, la personne qui fait le passage est aussi un homme, tout traducteur, hein, mais un homme qui est féminisé par cette activité ou par la semence de monsieur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit transphobe, homophobe, etc. Et les femmes sont donc éliminées et comme autrices et comme traductrices. Elles sont là seulement comme pour fournir un prétexte à métaphore. Hein? Donc, elles sont le réceptacle de cet enfant, d'autant plus légitime, donc qui sera le portrait de son père. Alors, les femmes, là-dedans, comme traductrices, comme autrices et comme personnes, je dirais aussi, sont complètement évacuées. Voilà. Donc, ces deux images qui sont d'une très grande violence, à mon sens, la deuxième se veut drôle, hein, en plus, mais donc parfois l'exclusion des femmes est assez explicite, hein, comme ici, mais parfois elle est davantage implicite, mais tout de même tout à fait réelle. Alors, il y a un livre de 2014 dont on va voir des informations à l'instant, qui s'appelle Écrire, traduire en métamorphose, d'un homme bon, qui faisait de la traduction, il est décédé maintenant, Bernard Siméon, il s'appelle, qui réfléchit sur l'art de traduire la poésie. On peut regarder peut-être maintenant cette, ce cliché. Merci. Voilà, alors dans ce livre, on voit quelles sont les références qui comptent. Alors, il mentionne plus de 100 hommes qui sont donc des poètes, des prosateurs, des théoriciens de la traduction, des traducteurs, des compositeurs, des éditeurs, etc., etc. Et 6 femmes dans l'ensemble du livre. Et en plus, quel genre de mention? Alors, une journaliste, et c'est important de nous dire qu'elle s'est suicidée, une chanteuse d'opéra, une sainte, une femme bon, qui n'est pas traductrice, Monica Lewinsky, on va dire comme ça, une figure mythique, Cassandre, et une seule autrice, Anna Maria Ortese, une Italienne, qui est là parce qu'elle a le mérite d'avoir été traduite par monsieur. Ah, donc, vous voyez que là, aucune poète, aucune traductrice, aucune penseuse, à part Ortese, n'a droit de citer dans cette pensée. Et là, on peut parler une exclusion soft dans un sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours dans le livre qui disqualifie les femmes comme autrices ou comme traductrices. Il n'y a pas de mention qui les déprécie, mais elles sont simplement pas là. Hein, voilà, donc c'est un monde qui se donne pour très ouvert, pluriel, universel, mais qui en réalité est entièrement et agressivement masculin. Voilà. Et donc, les traces de la violence ont été effacées, mais la violence demeure et elle est extrêmement réelle. Alors, une dernière question sur laquelle cette fois je n'ai pas de cliché, c'est une autre facette de cette violence et c'est la question suivante. Parmi les livres traduits dans le monde, combien ont été écrits par une femme? Donc, dans ce domaine, c'est extrêmement difficile d'aller chercher des statistiques globales. Ce n'est pas compilé partout. Je n'en ai pas pour le Québec, Canada ou pour la France. Mais par contre, aux États-Unis, on a la 3% Database qui donne beaucoup d'informations très utiles sur les grandes tendances. Et là, on peut voir qu'entre 2011, je crois, et 2019, donc des données tout à fait récentes, les femmes étaient très largement sous-traduites, c'est-à-dire que de tous les livres du monde qui ont été traduits vers l'anglais durant ces années-là, 32% étaient écrits par une femme. Et la mention personne s'identifiant comme femme n'est pas là, mais on peut penser que c'est encore beaucoup plus marginal, bien entendu. Et donc, un tiers des textes traduits vers l'anglais sont des textes de femmes et les 2 tiers sont des textes d'hommes. Donc là, je pense que c'est très important de s'arrêter à ce fait-là et de dire que à part dans les pratiques décoloniales et féministes très récentes, où là, on met l'accent sur d'autres voix et d'autres types de textes et de personnes dont on veut répercuter la parole, l'immense majorité
des personnes traduites et diffusées dans le monde, hommes ou femmes d'ailleurs, sont des personnes blanches, occidentales, hétérosexuelles, cisgenres, qui écrivent en plus dans les langues dominantes, hein, c'est-à-dire les langues européennes, essentiellement, y compris l'anglais, surtout l'anglais même, ou celle des anciennes puissances européennes, même donc les personnes racisées écrivant dans tous les pays du monde sont extrêmement avantagées pour la traduction si la langue d'écriture originale est une de ces langues des anciennes puissances coloniales. Et voilà donc pourquoi traduire des livres de femmes, ici je prêche à des convertis, mais quand même, et surtout des femmes racisées, des personnes issues de la diversité, des personnes autochtones, des personnes non-binaires, etc. Et non seulement les traduire, mais proposer leurs livres aux éditeurs, donc en faire la défense et la promotion, c'est un geste politique essentiel, bien sûr. Et à ce chapitre-là, j'ai relu la liste des traductions que j'ai co-réalisées avec Paul Gagné, et parmi les livres que j'ai moi-même proposés, par opposition à celles que les éditeurs nous proposaient, euh, tous les livres que moi j'ai proposés étaient des livres de femmes. À commencer par le premier, et c'est ainsi que je vais, le premier livre qu'on a traduit, et c'est ce qui m'amène vers ma première histoire, c'est une histoire d'amour. Donc, c'est une partie essentielle, je dirais, de l'articulation entre mon activité de traductrice et mon activité de féministe se trouve là, dans la promotion de ces textes-là. Donc, en effet, je suis devenue traductrice littéraire par amour. Hein. Ma thèse sur l'écriture des femmes au Québec était à peine terminée, on est en 88, quand je me suis rendue à une foire du livre féministe tenue à Montréal. Et là, dans cette foire du livre féministe, j'ai vu un livre sur un présentoir, je l'ai pris dans mes mains parce que j'aimais la couverture, je me suis mise à le lire et là, debout, parmi tous ces gens-là, j'ai vécu ce que j'appelle mon tout premier coup de foudre de traduction. Hein, voilà, donc j'étais déjà tombée amoureuse, évidemment, de beaucoup de livres, mais cet appel de la traduction, à ce moment-là, était pour moi absolument nouveau. Hein. Pour la première fois de ma vie, un livre me disait traduis-moi. Je n'avais jamais entendu cet appel avant. Donc déjà là, je cherchais et j'entendais la voix française de ce livre-là. Ce roman m'était adressé, il m'invitait à aller vers lui et à lui prêter mes mots. Alors, ce livre était Anna Historic de Daphne Marlott, Anna historique de notre traduction. Et c'est le premier livre que j'ai traduit en collaboration depuis le début donc avec Paul Gagné, qui était plus ou moins convaincu de notre capacité de traduire des livres. Et on a pu convaincre Rachel Bédard aux éditions du Remue-Ménage qu'on pouvait se réinventer en tant que traducteur et traductrice. Et donc, on lui doit beaucoup. Pour celles qui ne connaissent pas le travail de Daphne Marlott, je dirais juste très rapidement que c'est un peu, on pourrait dire pour simplifier un peu, mais donner une image, c'est la Nicole Brossard du Canada anglais d'une certaine façon. D'ailleurs, ils ont collaboré à des livres de poésie, c'est-à-dire c'est une écriture très intense, féministe, expérimentale, lesbienne, et qui joue beaucoup, beaucoup sur les mots, sur l'étymologie, qui réfléchit de façon féministe et méta, en même temps sur les mots et ce qu'ils permettent de dire et ne permettent pas de dire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de traduire ce roman et pas les centaines d'autres livres féministes que j'avais lus et aimés pendant beaucoup d'années de ma vie déjà? Euh, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux d'une personne et pas d'une autre? En général, on ne le sait pas non plus. C'est-à-dire le coup de foudre ne s'explique pas. Hein, et c'est peut-être justement sa beauté, mais c'est ce mystère de l'amour qui m'a conduite à la traduction. Et sans ce coup de foudre, une dimension essentielle de ma vie n'aurait jamais vu le jour, hein, ou en tout cas aurait été différente. Un grand pan de mon travail depuis lors a surgi vraiment de cette illumination-là, qui après coup me paraît vraiment, comme toute passion, absolument inévitable. Pas toujours heureuse, il y a des passions amoureuses malheureuses, celle-ci a été très heureuse au contraire. Donc je vous souhaite
Et j'entends, d'après les deux premières présentations, et sûrement d'après celles qui vont suivre aussi, je vous souhaite de travailler vous aussi par coup de foudre et par passion. Et je mentionne aussi pour encourager les personnes qui débutent dans le domaine que au début, nous avons traduit 2 livres en 7 ans. Celui-là qui a été facile à vendre, entre guillemets, à l'éditrice. Et après ça, ça nous a pris plusieurs années pour intéresser un autre éditeur. Personne ne voulait de nos projets, personne ne voulait de nos textes. Alors, persistez. Hein, ne, ne vous laissez pas décourager par ça. Alors, ça, c'était l'histoire d'amour. Je vais passer maintenant à l'histoire de haine. Et cette fois-ci, c'est un fragment de fiction qui m'est venu pour expliquer comment je suis devenue interprète de conférence et ensuite traductrice. Ce n'est pas la vérité autobiographique de ce parcours-là, mais c'est la vérité intérieure, pour ainsi dire, c'est la vérité de la fiction la plus vraie, hein, que je peux trouver pour expliquer, ou enfin pour dire un peu ce que c'est ce parcours-là. Donc, c'est un fragment d'une nouvelle où une petite fille raconte la mésentente entre ses parents. Et cet extrait va comme suit. Un jour, ils sont devenus des trains qui s'éloignaient l'un de l'autre. Ils ont cessé de se parler, sinon par mon entremise. D'abord avec des phrases neutres. Tell daddy dinner's ready. Je me tourne vers lui. Papa, c'est servi. Dis à ta mère que mes chemises sont sales. Mommy, daddy says his shirts are dirty. Plus tard, c'est devenu dis à ta mère que c'est une grosse vache. Mommy, daddy says you're a big cow. Tell your father I'm leaving. Papa, maman dit qu'elle s'en va. À bout de souffle, je courais de l'un à l'autre, traduisais ces phrases qu'ils comprenaient déjà parfaitement. Avant, nous mélangions les langues, blotties ensemble sous les couvertures, ou main dans la main, dans la main, au parc. J'étais contente de voir qui se parlait encore, même si c'était par ma bouche à moi, même si les mots que je transportais avec tant d'espoir avaient pris couleur de haine. Si je travaillais assez fort, assez bien, la paix reviendrait. Un jour, ils tendraient les mains l'un vers l'autre et les mots couleraient entre eux comme avant. Petite, j'y croyais. J'étais leur relais, leur filet de sécurité. Je me lançais dans le vide pour eux. Alors, voilà la fin du fragment. Et pour poursuivre euh, sur cette idée, la petite fille, elle devient interprète dans l'espoir de recoller des morceaux de quelque chose qui est brisé, de sauver des vies, dont la sienne. C'est une passeuse de langue, elle fait des liens, elle détourne la catastrophe. Cette histoire, même si elle n'est pas vraie, c'est mon mythe des origines. Est-ce que c'est une image de la manière dont je fais tenir deux des moitiés de mon moi, l'autre moitié, ça fait 3 moitiés, étant l'espagnol? Est-ce que c'est une image de la manière dont je fais tenir donc ces moitiés de mon moi? Est-ce que c'est une métaphore de la création? On peut dire tout exprimer, tout transposer, tout recréer. En tout cas, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'aime la traduction pour ça. Tout comme la petite fille qui jette ses mots dans l'abîme entre ses parents, il y a un abîme entre les langues. Et les traductrices jettent leur corps, jettent leurs mots dans ce vide, dans cet abîme. Et il m'a fallu encore plus de temps pour comprendre une chose toute simple, qui est la raison pour laquelle je traduis de l'anglais vers le français et non l'inverse, parce que l'anglais est quand même ma langue première dans le temps. Chaque fois, je reprends et je revis ma trajectoire d'origine. Je chemine de l'anglais, langue de départ, langue quittée, abandonnée dans un premier temps, retrouvée par la suite, vers le français. Chaque fois, donc, je m'affirme un peu plus en tant que créatrice de langue française et en même temps, chaque fois que je retourne à l'anglais comme source des traductions, je retourne aussi vers mes origines, vers mes parents maintenant morts, pour les transformer, pour les refaire ailleurs. Et c'est ce va-et-vient, cette alchimie linguistique qui a gouverné une bonne partie de ma vie et de ma vie de créatrice et de traductrice. Donc, la petite fille, bien sûr, c'est moi. Je veux dire, la petite fille dans l'histoire, c'est toujours nous.
Voilà, donc ma troisième histoire, on ne va pas regarder l'extrait tout de suite, mais tout à l'heure, j'en ai un. La troisième histoire, la dernière, porte sur l'autotraduction comme réécriture et réparation féministe. Donc, quand j'avais 25 ans, je suis tombée follement amoureuse d'un homme marié, qui en plus était beaucoup plus âgé que moi. Ce n'est pas exactement super féministe, mais voilà, c'était comme ça. Nous n'avons pas fini ensemble. J'ai pensé mourir de chagrin, bon, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais c'était aussi un puissant moteur d'écriture. Voilà, et j'ai écrit beaucoup autour de ces dynamiques de triangle, disons, mon premier recueil porte là-dessus de différentes façons, premier recueil de nouvelles. Voilà, alors un des textes que cette relation m'a inspiré est très court. Je vais le lire en entier et tout à l'heure, on va regarder un petit extrait avec sa traduction. Mais dans un premier temps, je vous le lis dans sa version française originale. Alors, voici. Ils se sont retrouvés à Paris, dans un petit hôtel de la rue Madame. Elle était jeune et aimait les livres. Lui était vieux et aimait l'écouter. Alors, elle a parlé. Elle lui a parlé de Gertrude Stein et de Colette, de la guerre et du salon de la rue de Fleurus, tout près. Il arrivait d'un voyage d'affaires en Asie, elle de Montréal, qu'ils habitaient tous deux. Paris était pour elle nouveau, comme les voyages, comme l'amour. De Thaïlande, il lui a rapporté des mangoustans. La chair est d'une vive blancheur, levée dans une écorce rouge violacée. Elle goûte le sucre et l'eau fraîche, le lointain et la source. La jeune femme ne connaissait ni le nom, ni le fruit. Elle était si jeune qu'elle croyait encore aller de voyage en voyage, de fruit en fruit, si jeune qu'elle était sûre de toujours voyager en compagnie du même homme qui n'allait pourtant jamais quitter sa femme. 10 ans ont passé et ce goût reste insurpassé. 10 ans, et pourtant elle voit la chambre, le lit défait, l'amour et le fruit. Elle sourit, confiante, jeune, comme si elle n'avait qu'à tendre la main pour qu'ils tombent, un à un, tous les fruits du monde. Voilà, alors c'est un texte que j'ai écrit à 30 ans, environ 5 ans après avoir vécu cette expérience précise, la chambre à Paris, les mangoustans, tout ça. Donc, beaucoup plus tard, en 2010, en 2007 environ, hein, donc beaucoup d'années après, je l'ai traduit ou refait en réalité en anglais. C'est donc une personne complètement différente hein, qui a fait cette traduction, une personne dont je crois toutes les cellules du corps ont été renouvelées plus d'une fois et une bonne partie du cerveau et du cœur aussi. Voilà. Alors, l'expérience de l'autotraduction pourrait être le sujet de toute une conférence, mais je ne vais retenir qu'un petit extrait qui survient très rapidement dans la nouvelle. Vous avez déjà entendu la phrase française en question. Donc, dans le texte français, on peut peut-être mettre l'extrait maintenant. Donc, dans le texte français, vous avez vu on apprend tard dans la nouvelle qu'il ne quittera pas sa femme. C'est à la fin du troisième paragraphe de 4, alors que cet extrait est au début du deuxième paragraphe, donc beaucoup plus tôt dans le texte. Alors voilà, donc l'original à gauche, Paris était pour elle nouveau, et les voyages et l'amour. Paris was new to her then, although she would later visit dozens of times without him. Alors là, toutes les personnes qui étudient ou ont déjà fait de la traduction vont dire quelle horreur, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Aucune personne, aucun traducteur ou traductrice digne de ce nom, ou même indigne de ce nom, ne va proposer une traduction de ce type-là. On entend déjà les commentaires et c'est naturellement le propre de l'autotraduction de nous permettre de faire ce genre de choses parce qu'on a aussi l'autorité d'autrice hein, du texte. Alors, ce qu'on peut voir dans un premier temps, en effet, c'est que l'anglais est nettement moins lyrique et moins émotif que le français. C'est peut-être un reflet, disons, de mes personnalités respectives dans les deux langues ou encore d'une vision de l'anglais que j'avais à une certaine époque, en tout cas. Alors, en français, l'ellipse, l'énumération, le et, les voyages et l'amour, la présence de deux octosyllabes, en réalité, crée un dire qui est beaucoup plus poétique et qui, je crois, est beaucoup plus près aussi de l'élégie, hein, dans le ton, dans le rythme. Alors que l'équivalent
littéral, bon, serait Paris was new to her and travel and love ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, ce serait à la fois incomplet, obscur et assez plat. Mais par contre, quand on regarde la traduction, euh, enfin, que je vais plutôt appeler un nouvel original, mais appelons ce volet traduction pour l'instant, on voit un effacement très dramatique. Le mot voyage a disparu, le mot amour a disparu. Alors, on peut presque parler d'un acte criminel, de coupure et d'effacement. Mais je sais que si très jeune, déjà, et c'est une des choses que je raconte dans Pour qui je me prends, si très jeune, je voulais changer de langue, c'était notamment parce qu'il y avait des mots comme corps, femme, plaisir, notamment, que j'étais incapable de prononcer en anglais, probablement pour des raisons d'éducation plutôt que des traits propres de l'anglais. Mais en tout cas, moi, je le vivais comme ça. Et peut-être que même love faisait partie de ces mots-là. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui même je faisais cette nouvelle version en anglais, et j'imagine que les traductrices qui ne seraient pas autrice de ce texte pourrait penser à quelque chose comme Paris was new to her then, and so was travel or traveling, and so was love, ou quelque chose de cet ordre-là. Mais à l'époque, en tout cas où j'ai fait cette nouvelle version, ça ne me satisfaisait pas. C'est tout à fait de façon intuitive que je fais ces nouvelles versions. Je n'ai pas de théorie là-dessus. C'est vraiment devant l'ordinateur que les langues dansent ou ne dansent pas, chantent ou ne chantent pas, et où vraiment c'est une pratique, je dirais, d'improvisation euh, et même de performance au fond, même si ça finit évidemment par avoir une forme écrite. Voilà, mais si vous voyez le nombre de choses qui sont effacées et rejetées, ce serait extrêmement important. Voilà, donc aujourd'hui, j'écrirais peut-être ça, mais à l'époque, j'ai rejeté cette solution. Donc, ça montre aussi combien la traduction toujours est une affaire de timing, d'époque et de très précisément, que ce soit traduction ou autotraduction, qui on est au moment de traduire. Et ça change évidemment avec le temps, comme nous-mêmes changeons. Donc, l'autre changement ici est évidemment la révélation brusque et beaucoup plus précoce du dénouement, c'est-à-dire qu'il ne va pas quitter sa femme. Donc, c'est un changement assez brutal, puisque ça joue aussi beaucoup avec l'espace-temps du texte français. Au moment qui est décrit dans le texte français, tout ce qui est décrit, le fruit, la chambre, vous l'avez entendu, est un moment où on est encore dans le paradis de l'amour défendu, mais du fruit permis, qui incarne un peu cet amour défendu. Et dans la chambre, à cette époque, elle, la jeune femme, pense encore qu'elle vivra un jour avec son amoureux, alors qu'en anglais, au moment où on la voit dans la chambre s'abandonner, à l'amour et aux fruits, on sait déjà, nous, lecteurs, alors qu'elle ne le sait pas encore, que cet amour va prendre fin. C'est un changement extrêmement important, bien sûr, dans toute la lecture qu'on fera du texte. Si on n'a pas les deux sous les yeux et on n'a que celui-là qui a été publié en anglais séparément par la suite. Donc voilà, alors paradoxe de ce changement, même si la version anglaise dit, si on veut, la défaite de la jeune femme beaucoup plus tôt, c'est beaucoup plus optimiste, au fond, parce qu'on apprend beaucoup plus vite qu'elle a survécu à la séparation ou enfin à la fin de cet amour-là et qu'elle a continué de voyager. Et elle qui aimait Paris, quand même, va y retourner dozens of times without him, ce qui signifie effectivement qu'ils ne sont pas ensemble, mais ne signifie pas qu'elle n'est pas en bonne compagnie différente ou qu'elle n'est pas, par exemple, seule et contente de l'être. Donc, en anglais, nous savons dès le début ce que la jeune femme ne sait pas encore, la fin de cet amour-là. Alors, il y a une distance plus grande entre elle et nous, sans doute, puisqu'on est déjà désabusé alors qu'elle est encore dans l'illusion, mais aussi peut-être plus de compassion, plus de tendresse pour elle. Et en anglais, je pense qu'on l'aperçoit comme moins perdue ou plus expérimentée, puisqu'on sait presque dès le début, et on sait même avant elle, que c'est une survivante. Donc, j'avais peut-être envie, en faisant le texte anglais, de dire dès le départ, elle a, j'ai, nous avons survécu
Et cet amour est arrivé au fond à moi, oui, mais il y a si longtemps qu'en réalité, c'est arrivé à une autre qui, depuis longtemps, n'existe plus que dans ce texte qui, euh, qui consigne hein, ce moment-là. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé une chose très importante pour la journée d'aujourd'hui, c'est que donc cette autotraduction, à cause du fait qu'au fond, elle transforme la jeune fille de victime malheureuse qui n'aura jamais ce qu'elle veut en survivante qui sera heureuse d'une autre façon qu'elle avait pensé au départ, mais heureuse quand même. Ça la transforme donc de victime en survivante. Et donc, je pense que c'est une traduction qui est profondément féministe. Voilà. Et je ne l'avais pas réalisé au moment de l'effectuer, mais je pense que c'est le cas. Alors, le passage du temps, on le voit avec cet exemple, est l'un des facteurs qui pèsent dans l'autotraduction. Celle qui écrit la version française au présent, il y a beaucoup d'années maintenant, est radicalement différente de celle qu'elle a déjà été, que j'ai été et que je suis aujourd'hui. Donc, comme c'est un fragment en plus autobiographique, dans ce cas, plusieurs facteurs vont jouer dans la traduction, la distance entre mon moi et la femme que je suis devenue. Par la suite, les interprétations successives que j'ai faites de ma vie et de cette histoire notamment, la distance que j'ai prise avec une douleur qui, à l'époque, c'est ce que je croyais, allait littéralement me tuer et qui s'est évanouie avec le temps, comme beaucoup de douleurs le font, pas toutes, mais beaucoup, alors que le texte décrit une souffrance et une extase aussi qui sont figées dans une intensité maximale ou éternelle. Alors que cette jeune femme paraît une victime, comme je l'ai dit, je sais, et les lecteurs ou lectrices de la version anglaise le savent d'emblée, que c'est une survivante et davantage c'est quelqu'un dont la vie est allée radicalement et heureusement ailleurs. Et je pense que plus généralement, au-delà de cet exemple personnel et autobiographique, on voit qu'une autre façon de penser, notre pratique de traduction, c'est qui nous sommes, qui nous avons été, qui nous serons, et relire une vieille traduction que nous avons faite, même si ça fait 2, 3, 5 ans, je pense nous en dit beaucoup sur comment le monde de la traduction a changé, parfois très rapidement, comme en ce moment, ou plus lentement et comment nous-mêmes aussi avons changé. Donc, je pense que ça peut être un exercice plus général et parfois très instructif, très fructueux et peut-être parfois source de plaisir aussi. Donc, pour en revenir à ma pratique de l'autotraduction, elle me met en face de mes blessures, mais elle me permet aussi, je pense, ça m'a permis à l'époque de les guérir. Il y a des choses que je ne dirai plus avec le recul, d'autres choses que je dirais à la place, d'autres choses que je dirais tout de même, mais différemment, ce qui veut dire que les choses seraient différentes, parce que si la manière de dire est différente, la chose dite aussi est différente. Donc, les langues sont des espaces et l'autotraduction est un voyage radical. Donc, en somme, l'autotraduction me révèle mon passé de créatrice, mon présent de créatrice, très différent, et ma scission-fusion linguistique. Elle me met devant une archéologie de mon écriture. Elle indique des strates plus profondes et mieux enfouies que je ne pourrais pas retrouver sans ça. Elle me permet de rassembler des morceaux de mon moi dans un ordre différent et dans une forme différente. Donc, ce que me révèle encore l'autotraduction, c'est à quel point ma langue en principe maternelle, l'anglais, m'est devenue étrangère ou moins proche, puisque j'écris, en tout cas en français, l'anglais n'est pas tellement une langue d'écriture pour moi. Donc, longtemps avant de devenir traductrice, je me suis traduite moi-même vers le français, jusqu'à faire de la traduction en original ou de brouiller assez radicalement la frontière entre original et traduction. Donc, je me considère moi-même comme à la fois, en quelque sorte, un original et une traduction, sans savoir toujours lequel est lequel. Donc, pour terminer, j'ai donc commencé ma vie en anglais. Je suis devenue francophone vers mes 20 ans à force de travail et d'un désir-besoin absolument urgent et violent. Ce que j'ai trouvé dans la traduction, c'est moi-même.
beaucoup d'autres choses aussi, mais notamment moi, une personne hybride, métissée, provisoire, flottante, une personne heureuse. Hein. Et donc, tout mon travail, je crois, est à la fois la source et le reflet de cette seule réalité. Je suis ma propre traduction. Donc, traduction de femme et traduction féministe, au fond, pour moi, sont inséparables, comme les deux côtés d'une feuille de papier. Voilà, merci.